Vous écoutez une formation des GRCF. Dans le cycle sur l'Ukraine, les raisons de l'impasse actuelle, construire l'international, tirer des leçons du passé, par Vincent Flamand. Bon, moi je vais partir d'un événement contemporain, c'est la polémique, la polémique entre le Koukoué et les KPRF, le Parti communiste grec et le Parti communiste russe, enfin un des partis communistes russes, hein, le Parti communiste de la Fédération de Russie, en fait, de Zhuganov. Euh, alors bien évidemment, je balayerai ensuite euh, la création, voilà, la création de la troisième internationale sur les ruines de la seconde. Hein. Je passerai du temps sur le rapport Dimitrov au 7e congrès de l'international, troisième, en 35, ça sera le point le plus long. Je parlerai de la fin de la troisième internationale, de sa disparition, des conséquences. Je ferai un petit passage sur la question de la perestroïka avant d'en venir à la préparation d'une nouvelle lycée. Pourquoi c'est important d'avoir une internationale communiste, pourquoi ça serait important d'en avoir une et comment on pourrait essayer de la reconstruire. Mais je démarre sur l'actualité avec ce que vous avez dû suivre, c'est-à-dire l'intervention du Parti communiste grec à propos de la guerre en Ukraine. Alors le Koukoué est un parti tout à fait respectable qui est sur des bases de classe, qui est actif, qui est combatif, mais qui a des côtés donneurs de leçons et des tendances parfois sectaires. Des bases classe contre classe, qui par exemple dénoncent de manière assez unilatérale le chavisme. Je parle même des années précédentes parce que là, il semblerait que les rapports entre le PC vénézuélien et Maduro, par exemple, soient devenus exécrables. Mais même avant, à l'époque où le PCV et le PSUV avaient des relations correctes, le Koukoué considérait que en fait, le chavisme faisait fausse route et que c'était une option complètement condamnable. Euh, En France, le Koukoué en fait soutient le PC RF et communiste de Roland Pernican dont il a parrainé la fusion. En fait, c'était l'absorption du PCRF par communiste d'ailleurs. C'est pour ça que cette fusion n'a pas eu lieu parce que le PCRF s'est aperçu qu'il avait été annexé et qu'en fait, il avait le droit de s'aligner, parce que Pernican est comme ça. Et le Koukoué, par exemple, reproche au PRCF de ne pas avoir appelé à l'abstention en 2007. Donc ils interviennent. Je parle là-dessus parce que c'est intéressant de voir comment une internationale devrait fonctionner. Là, on a un contre-exemple. Hein. C'est intéressant à analyser. On a un parti qui, de Grèce, nous dit à nous, communistes français du PRCF, ce qu'on devrait faire. Et voilà, vous devriez appeler à vous abstenir, pas abattre Sarkozy, parce que c'était la position du PRCF en 2007. Non pas voter, Hollande, mais battre Sarkozy. Et en 2012, pardon. Et puis, parce qu'en 2007, on avait déjà appelé à battre Sarkozy aussi, hein, mais on n'avait pas appelé à voter Ségolène Royal. Mais dans les deux cas, de toute manière, ils nous ont dit qu'on avait tort. Et ici, le problème du Koukoué, c'est qu'il renvoie dos à dos la Russie et l'OTAN. Ce qui a, vous avez vu, donc déclenché une réponse du KPRF, puis du PCOR aussi, mais ça, je n'en parlerai pas parce que je ne voudrais pas être trop long, hein, je voudrais laisser de la place à la discussion. Et donc le KPRF a répondu que non, on ne pouvait pas renvoyer dos à dos la Russie et les États-Unis. Ce qui, là, nous paraît tout à fait correct. Le problème, c'est que le KPRF, lui, de son côté, s'aligne sans critique sur ce que Poutine appelle l'opération spéciale. Et par ailleurs, le KPRF est quand même financé à 89% par l'État. Donc, on a affaire à un match un peu étrange où des Grecs expliquent aux Russes ce qu'ils devraient faire et où des Russes, des communistes russes, et là aussi le KPRF est un parti tout à fait respectable, combatif, etc., hein, qui est la première force d'opposition en Russie, mais qui là, en l'occurrence, ne se comporte pas comme une force d'opposition. Et il faudra se demander, là par exemple, c'est un travail pratique, hein, j'y reviendrai en fin d'exposé, ce que devrait être la position d'une internationale. Si on avait une sur une question pareille, comment ça fonctionnerait? En tout cas, ça fonctionnerait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas
il n'y aurait pas une lutte ouverte comme ça entre deux parties qui s'envoient des arguments à la figure et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord du tout. Donc, ce qui revient dans ce genre de problème, c'est qu'un parti ne peut pas dicter à un autre ce qu'il doit faire chez lui. Et il faut voir comment l'international a permis, l'international communiste, et comment elle permettrait, si elle réapparaît, de régler ce type de problème et comment elle articule les particularités nationales et la discipline internationale. C'est ça qui est particulièrement complexe, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réussit à se mettre d'accord et à avoir une stratégie internationale en tenant compte des particularités nationales, comment on les traite, comment on les analyse, qu'est-ce qu'on approuve, qu'est-ce qu'on désapprouve, en fonction de quels critères. Voilà. J'en viens d'abord donc à la faillite de la deuxième internationale et à la création de la troisième. Je ne vais pas parler de la première là non plus parce que ça nous emmènerait un peu loin pour un exposé de cette dimension. Alors, la faillite de la deuxième internationale, ça c'est comme ça que Lénine l'a appelé, nous rappelle qu'il est nécessaire de quitter une internationale si elle a fait faillite et d'en créer aussitôt une autre. C'est ça qui s'est produit en fait après la Première Guerre mondiale. La deuxième internationale, dont je vais passer assez vite sur ce que vous savez tous, son basculement chauvin. Je vais juste insister sur le fait que ce basculement, c'est la destruction de l'articulation entre l'international et le national, par perte des repères de classe. Puisque le prolétariat, lui, il est internationaliste par essence. À partir du moment où on perd de vue les bases de classe et qu'on on oublie le préfixe inter, on bascule mécaniquement dans le nationalisme. Et le nationalisme bourgeois, c'est-à-dire agressif et impérialiste. Ce que nous rappelle donc cet épisode, c'est la nécessité de condamner une internationale si elle n'est pas prolétarienne. Il faut toujours avoir les deux éléments en tête, internationalisme, prolétarien. Et en réalité, on va voir que ce qui n'est pas prolétarien n'est jamais vraiment internationaliste d'ailleurs. Même si à première vue, c'est possible, en réalité, ça peut pas tenir. À l'époque, les partis communistes naissants avaient deux atouts maîtres. D'abord, il y a le niveau politique de Lénine, qui est quand même pas négligeable, et puis la victoire de la révolution russe, sans laquelle la deuxième internationale aurait pu concurrencer la troisième efficacement, elle aurait pu se maintenir. Et puis, parallèlement à la troisième internationale, continuer à mener sa propagande réformiste et impérialiste. Grâce à la révolution russe, ça n'a pas été possible. La deuxième internationale n'a pas pu se maintenir en réalité. À côté des virages chauvins manifestes, c'est-à-dire des ralliements à l'union sacrée, comme ça, avec armées et bagages complètement flamboyants, en France, Léon Jouot a été un exemple particulièrement brillant. Léon Jouot qui a prononcé vous sonnez l'éloge funèbre de Jaurès pour expliquer que maintenant, eh bien, la liberté, c'était faire la guerre à l'Allemagne. Bon. À côté de ces phénomènes-là, on a eu des théories plus retorses. Kautsky et le super-impérialisme, par exemple, pour voir un peu justement comment on s'écarte du véritable internationalisme, la théorie du super-impérialisme, selon laquelle, finalement, l'impérialisme va avoir tendance à unifier l'humanité, disons, puisque c'est un processus de conquête. C'est déjà un éloge de la mondialisation avant la lettre, sans le dire. Et que grâce au super-impérialisme, en fait, il y aura plus de guerre finalement, puisque il y aura une domination planétaire. Le problème, c'est pas l'impérialisme en réalité pour Kautsky, c'est qu'il y en a plusieurs. Donc on a ce genre de théoriciens, mais pour Kautsky, ce qui était tout à fait remarquable à l'époque de la Première Guerre mondiale et de sa préparation, c'est que l'internationalisme prolétarien et l'international communiste, c'est un instrument de temps de paix. Mais ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner en temps de guerre. Donc lui, il explique non seulement que le problème c'est pas l'impérialisme, mais le fait qu'il y en ait plusieurs. Et il explique que quand les impérialistes se font la guerre entre eux,
on ne peut pas faire fonctionner une internationale communiste. Ça, c'était ce genre de discours qui visait à mettre l'internationale en sommeil. Et la tactique de Lénine, la position de Lénine, c'est de dénoncer fermement ces trahisons, et de bien expliquer que ce ne sont pas des glissements, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des trahisons. Dans la faillite de la Deuxième Internationale, il écrit: les partis socialistes ne sont pas des clubs de discussion, mais des organisations du prolétariat en lutte, et lorsque des bataillons sont passés à l'ennemi, il faut les flétrir et les proclamer traîtres, sans se laisser prendre, entre guillemets, aux discours hypocrites qui disent que tout le monde ne conçoit pas l'impérialisme de la même façon, que par exemple le Chovankowski et le Chauvin-Cuno sont capables d'écrire là-dessus des volumes, que la question n'a pas été suffisamment débattue, etc. Et ainsi de suite. Le capitalisme, dans toutes les manifestations de son brigandage et dans les moindres ramifications de son développement historique et de ses particularités nationales, ne sera jamais étudié jusqu'au bout. Les savants, et les pédants surtout, ne cesseront jamais de controverser sur les détails particuliers. Il serait ridicule de renoncer de ce fait à la lutte socialiste contre le capitalisme, de ne pas vouloir s'opposer à ceux qui ont trahi cette lutte. Et Lénine, au passage, donc, dénonce un sophisme selon lequel des socialistes sincères ont voté la résolution de Bâle de l'Internationale communiste en 1912 parce qu'ils croyaient que la guerre provoquerait la révolution. Ils ont été déçus, et ça les a amenés à rallier l'Union sacrée. Donc en gros, il faut leur pardonner. Voilà, bon, ils se sont un peu fourvoyés. Et Lénine rappelle dans ce que c'était que cette résolution, lapsus de Bâle. 1. La guerre engendrera une crise économique et politique. 1912, ce texte. Les ouvriers considéreront comme un crime de participer à la guerre, de tirer les uns sur les autres pour le profit des capitalistes ou l'orgueil des dynasties, ou les combinaisons de traités secrets que la guerre suscite parmi les ouvriers, l'indignation et la colère. 3. Cette crise et cet état d'esprit des ouvriers doivent être utilisés par les socialistes pour agiter les couches populaires et précipiter la chute de la domination capitaliste. 4. Les gouvernements, tous sans exception, ne peuvent déclencher la guerre sans péril pour eux-mêmes. 5. Les gouvernements ont peur de la révolution prolétarienne. 6. Les gouvernements feraient bien de se rappeler la Commune de Paris, c'est-à-dire la guerre civile, la révolution de 1905 en Russie, etc. Voilà. Lénine remarque que ces idées énoncées à la conférence de Bâle en 1912 ne contiennent pas la garantie que la révolution viendra. L'accent y est mis sur la caractéristique exacte des faits et des tendances. Quiconque, ajoute-t-il, à propos de ces idées et raisonnements, déclare que l'avènement attendu de la Révolution s'est révélé une illusion, fait preuve à l'égard de la Révolution d'une attitude non pas marxiste, mais strouviste. Strouvé, c'est un marxiste qui était passé chez les Blancs en 1917, carrément. Une attitude de policier et de renégat. Pour un marxiste, il est hors de doute que la révolution est impossible sans une situation révolutionnaire, mais toute situation révolutionnaire n'aboutit pas à la révolution. Donc, on peut parler de faillite à propos de la Deuxième Internationale parce que on voit bien que ce ne sont pas des erreurs. Tout ça, ce sont des arguments de traître, des arguments de mauvaise foi absolue. Par exemple, cette tentative de justification du bellicisme comme résultat d'une déception face à l'absence de révolution. Bon, ce que dit Lénine, c'est que non, on ne peut pas pardonner à ces gens-là, considérer que voilà, ils ont commis une erreur, mais on peut continuer à travailler avec eux parce que c'est pas si grave. La Troisième Internationale, elle se crée donc par la séparation drastique des révolutionnaires et des réformistes. D'où les 21 conditions parfaitement draconiennes. L'Internationale communiste numéro 3 se conçoit comme une forteresse contre le réformisme. Ça, c'est tout à fait essentiel. En réalité, l'acte fondateur de cette internationale, de laquelle on se réclame encore, nous, bien qu'elle n'existe plus, mais qui est notre modèle, elle est d'abord impitoyable avec les réformistes. Parce que le réformisme, en réalité, c'est l'antichambre du bellicisme en cas de conflagration. On le voit bien d'ailleurs encore aujourd'hui. Je fais un petit aparté sur l'actualité. On voit bien qu'aujourd'hui, des formations qui se disent de gauche et qui ne sont pas révolutionnaires rivalisent littéralement de bellicisme anti-russe. Voilà, cette sévérité impitoyable vis-à-vis du réformisme n'interdit pas le front unique. Ensuite, au contraire, c'est justement parce qu'on a séparé les révolutionnaires des réformistes qu'après, les révolutionnaires vont pouvoir tenter des fronts uniques avec les réformistes. Et j'en viens au rapport Dimitrov, c'est-à-dire
7e congrès de l'Internationale communiste. C'est là que je serai le plus long, parce que c'est très riche d'enseignements, et c'est remarquablement dialectique. Ce rapport donc date de 1935, donc quelques années avant la guerre, et il nous montre qu'une internationale communiste a autorité pour juger des expériences passées et prescrire d'éventuelles rectifications en cas d'erreur. Et je rappelle qu'un parti ne l'a pas, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le Koukoué. Le Koukoué ne peut pas en fait rectifier les erreurs du KPFR. C'est pas possible. Le KPFR va répondre en gros, vous n'avez pas compris ce qui se passe chez nous. Même si par ailleurs le Koukoué n'a pas tort sur tout. Ça se réglera pas comme ça. Il faut une internationale. Dimitrov tire un bilan des années écoulées. Alors je rappelle que Mussolini a pris le pouvoir en octobre 1922, donc 13 ans avant. Et ce que dit Dimitrov, c'est que la victoire du fascisme dans les pays où il a pris le pouvoir n'était pas inévitable. C'est la résistible ascension d'Arturo Louis de Brest. Et voilà ce qu'il dit. Le fascisme a pu accéder au pouvoir avant tout parce que la classe ouvrière, par suite de la politique de collaboration de classe avec la bourgeoisie que pratiquaient les chefs de la social-démocratie, s'est trouvée scindée, désarmée au point de vue politique et au point de vue de l'organisation face à l'agression de la bourgeoisie. Quant au Parti communiste, ils étaient insuffisamment forts pour soulever les masses, sans et contre la social-démocratie, et les conduire ainsi à la bataille décisive contre le fascisme. Il faut préciser que à cette époque-là, quand on dit social-démocratie, c'est les socialistes, puisque quand Lénine dit la social-démocratie, par exemple, dans ses écrits, ça désigne les communistes, les révolutionnaires. Là, le terme a déjà changé de sens, et quand on dit sociodémocrate, ça veut dire la même chose que maintenant. Fermez la parenthèse. Dimitrov parle de sous-estimation inadmissible du danger fasciste, vu comme une forme parmi d'autres de la dictature du capital, encore en 1935 par certaines formations. C'est-à-dire que dans l'international, jusqu'à ce que le rapport Dimitrov en fait s'impose, il y avait toute une tendance gauchiste, selon laquelle, bon, finalement, le capitalisme, c'est la dictature, c'est une forme plus ou moins souple de dictature. Le fascisme, bon, c'est une forme plus ouverte, plus directe, plus visible de dictature. Mais bon, après tout, c'est pas pire que la démocratie bourgeoise. Et le rapport Dimitrov s'inscrit en faux par rapport à cette tendance qu'il battra. En Allemagne, explique Dimitrov, la classe ouvrière aurait dû obliger par la lutte les chefs de la social-démocratie, ça c'est pas une citation, c'est un résumé de ce qu'il dit, ils auraient dû obliger les chefs de la démocratie, la social-démocratie, à accepter le front unique prolétarien antifasciste. Là, c'est une citation, front unique prolétarien antifasciste. Là, j'ai pas déformé les mots parce qu'ils sont tous importants. Et c'est-à-dire faire alliance avec les socialistes, les social-démocrates. Et cette alliance, précise Dimitrov, elle se fait pas toute seule parce que les chefs de la social-démocratie, au départ, n'en veulent pas. Bon, ils ne sont pas pour barrer la route aux fascistes, en fait. Jamais. Et donc, il faut les obliger à se battre. Et bien évidemment, ça passe notamment par des alliances à la base. En 1935, Dimitrov ne fait pas que constater, et que donc vous voyez condamner, critiquer. Là, il intervient pour dire que ce qui s'est passé dans plusieurs pays comme en Allemagne était une erreur, était une faute, qu'il aurait fallu construire un front unique antifasciste correct. Donc là, on voit qu'une internationale a autorité pour intervenir et dire voilà, voilà ce qui s'est passé, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et bien évidemment, Dimitrov explique ce qu'il faut faire maintenant. Là aussi, une internationale communiste peut le faire. Une internationale communiste a autorité, a légitimité pour tirer enseignement des erreurs commises et puis pour rectifier les erreurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Dimitrov, n'analyse pas comme ça tout de son bureau à Sofia, où il était avant d'aller au Congrès, puisqu'il était bulgare. Mais il prend des modèles existants, ça c'est connu, et notamment la France. Ce qui fait plaisir, c'est l'époque où on avait un PCF
on avait un PCF correct et un pays qui était un des phares du mouvement social mondial. C'est un peu plus calme maintenant, même si c'est pas complètement calmé. La France est le pays, dit Dimitrov, où, comme on le sait, la classe ouvrière donne à tout le prolétariat international un exemple de la façon dont il faut combattre le fascisme. Donc ça, c'était le Front populaire, bien sûr. Les communistes anglais, on parle aussi de l'Angleterre, ont raison de vouloir se présenter en commun avec les organisations du Parti travailliste aux prochaines élections parlementaires. Donc on voit que l'articulation entre le national et l'international se fait, c'est-à-dire que Dimitrov observe ce qui se fait ailleurs, et il dit, voilà, bon là, en Allemagne, il y a une erreur qui a été commise, en revanche, ce qui se passe en France, c'est intéressant, il faut s'en inspirer. Les Anglais, voilà ce qu'ils font, et ils ont raison de le faire. Et dans son discours de conclusion, Dimitrov revient sur le cas français et dit, c'est le mérite du Parti communiste et du prolétariat français d'avoir, par la pratique de leur lutte dans le front unique prolétarien contre le fascisme, aidé à préparer les décisions de notre Congrès, dont l'importance est si énorme pour les ouvriers de tous les pays. Donc, on a le cas français qui va permettre d'aider le Congrès de l'International à tirer les conclusions qui s'imposent. Et Dimitrov ajoute aussitôt, mais ce qui a été fait en France, ce ne sont que les premiers pas. Notre Congrès qui trace la ligne tactique pour les prochaines années ne pouvait se borner à enregistrer simplement cette expérience. Il est allé plus loin. Voilà comment l'articulation se fait. On observe les cas nationaux, on critique ce qui ne va pas, on approuve ce qui va, mais après, on creuse, on approfondit. Et tirer enseignement de l'expérience française, pour Dimitrov, c'est la généraliser. C'est pas juste dire, voilà, ce qui se fait en France, c'est bien. Non, il faut voir comment on va l'adapter à d'autres pays pour tenter d'empêcher la guerre. Parce que c'était ça l'objectif. Tenter d'empêcher les fascistes de prendre le pouvoir partout et tenter d'empêcher la guerre. Il est vrai, dit Dimitrov, que les guerres impérialistes sont le produit du capitalisme, que seul le renversement du capitalisme mettra un terme à toutes les guerres. Mais il est également vrai que les masses travailleuses, par leurs actions de lutte, peuvent empêcher la guerre impérialiste. Ça, en creux, ça signifie qu'il y avait, dans la Troisième Internationale, des camarades qui expliquaient que de toute façon, la guerre, on ne pouvait pas l'empêcher, puisque le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuit porte l'orage, etc. Et disant, voilà, les capitalistes sont au pouvoir, donc il y a des guerres, on n'y peut rien. Il n'y aura plus de guerre quand on aura viré les capitalistes et qu'on aura fait la révolution prolétarienne. Non, dit Dimitrov, non, on peut empêcher les guerres, même avec les capitalistes. Le front unique, en fait, c'est ça. Le front unique, c'est une tactique qui vise à empêcher la guerre impérialiste, quand on n'a pas réussi à faire la révolution, qu'on n'a pas encore faite. Aux États-Unis, tiens, Dimitrov parle des États-Unis. Alors là, c'est différent, vous allez voir. Il approuve la création d'un parti de masse des travailleurs, un parti ouvrier et paysan, qui n'est ni socialiste, il n'est même pas socialiste, il n'est pas communiste, mais il n'est même pas socialiste, mais il est antifasciste. Dimitrov dit, nos camarades des États-Unis ont agi de façon juste, en faisant preuve d'initiative pour la création d'un tel parti. Donc on estime que les conditions ne sont pas mûres, même pour la création d'un grand parti communiste aux États-Unis. Donc on fait autre chose. Mais il ajoute une recommandation, ça ne suffit pas, il ne se contente pas de dire, voilà, ce que vous avez fait, c'est bien, continuez. L'Internationale communiste, par la voix de Dimitrov, analyse et envoie des recommandations. Ils auront encore à prendre des mesures effectives pour que la création de ce parti devienne l'œuvre des masses elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça reste une organisation de chefs et d'élites. Par ailleurs, Dimitrov critique les PC des pays scandinaves. Et là, c'est assez dur, il leur reproche de suivre la voie du moindre effort, en se bornant à dénoncer dans leur propagande le gouvernement social-démocrate. Voilà, les communistes. Alors là, je vais prendre un exemple, pour ne pas être trop long, ensuite du Danemark, à propos des différents partis scandinaves. Dimitrov dit ils ont commis une faute, carrément. Et pour le Danemark, il dit, voilà, 10 ans que les chefs social-démocrates sont installés au gouvernement, bon, social-démocrate, c'est-à-dire socialiste, et que les communistes répètent que c'est un gouvernement bourgeois capitaliste. Donc là, lycée par la voix de Dimitrov prend acte de l'inefficacité manifeste de cette tactique. Il n'y a eu aucun résultat en 10 ans, avant de formuler des recommandations. C'est-à-dire que l'expérience a eu lieu. On ne dit pas a priori, voilà ce qui tente, on condamne parce qu'on pense que ça ne marchera pas. On constate que ça n'a pas marché. Ce n'est pas la même chose.
l'expérience nationale se déroule d'abord, et l'ICE l'évalue. Elle en tire donc des exemples à suivre, la France, l'Angleterre, les États-Unis même, où elle relève des fautes à corriger. Là, Dimitrov suggère au PC danois, je cite, d'appeler les syndicats et les organisations social-démocrates du Danemark à étudier telle ou telle question d'actualité, à formuler leur opinion et à intervenir en commun pour le front unique prolétarien, toujours, dans le but de faire aboutir les revendications ouvrières. Et il relève un exemple positif de cette tactique au Danemark même. C'est-à-dire, il ne dit pas qu'au Danemark, les communistes ont été nuls, qu'ils n'ont rien fait de bien. Il dit, voilà, regardez quand même, au mois d'octobre de l'an dernier, lorsque nos camarades danois firent appel aux syndicats pour engager l'action contre la réduction des secours de chômage et pour les droits démocratiques des syndicats, près de 100 organisations syndicales locales ont adhéré au Front unique. Donc là, voilà, en fait, vous savez le faire quand vous voulez, continuez de faire des choses de ce genre. En Belgique, rassurez-vous, je ne vais pas tous les faire, hein. J'ai choisi quelques exemples. Je passe par exemple sur la Norvège et la Suède. Vous voyez. Le PS est entré dans un gouvernement, entre guillemets, de gauche. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Rien du tout. Alors là, Dimitrov fait la leçon. Parce que, bon, il faut savoir la faire aussi. Nous devons nous adresser aux organisations ouvrières de Belgique, nous, c'est-à-dire les communistes, et y compris les communistes belges, et leur dire, les capitalistes ont déjà suffisamment touché, et même beaucoup trop, exigeons des ministres social-démocrates qu'ils tiennent les promesses qu'ils ont faites aux ouvriers. Groupons-nous en un front unique pour le succès de la défense de nos intérêts. Vous voyez, à chaque fois, ça revient. C'est-à-dire que ce qu'ils reprochent aux différents partis communistes, en clair, c'est leur sectarisme. Et voilà, bon, rester comme ça dans l'opposition en disant les socialistes au pouvoir, c'est mauvais, et ne jamais proposer de front unique, ça ne porte pas ses fruits. Plus généralement, Dimitrov rappelle une directive de Staline aux communistes occidentaux. Adhérer aux syndicats, y travailler pour rassembler la classe ouvrière contre le capital, faire en sorte que les partis communistes puissent s'appuyer sur les syndicats. Et Dimitrov reproche aux PC occidentaux de ne pas tous avoir appliqué cette directive. Il y a manifestement des partis où le travail dans les syndicats était complètement négligé. Concernant les gouvernements de front unique maintenant, Dimitrov analyse des expériences réelles. Là aussi, il relève des fautes, droitières et gauchistes, généralement symétriques. Il appelle à les rectifier. La première série de fautes résultait précisément du fait que la question du gouvernement ouvrier n'était pas rattachée clairement et fermement à l'existence d'une crise politique. Grâce à cette circonstance, les opportunistes de droite pouvaient interpréter les choses de façon à faire croire qu'il convient de viser à la formation d'un gouvernement ouvrier soutenu par le Parti communiste dans n'importe quelle situation, comme on dit dans une situation normale. Les ultra-gauches, au contraire, ne reconnaissaient que le gouvernement ouvrier susceptible d'être créé uniquement par le moyen de l'insurrection armée, après le renversement de la bourgeoisie. L'un et l'autre point de vue étaient faux, c'est pourquoi, afin d'éviter la répétition de pareilles erreurs, nous mettons aujourd'hui si fortement l'accent sur le décompte exact des conditions concrètes particulières de la crise politique et de l'essor du mouvement de masse dans lesquels la création d'un gouvernement de front unique peut s'avérer possible et politiquement indispensable. C'est intéressant de voir comment des formations politiques qui ont le recul, parce que bon, elles échangent des expériences diverses, peuvent synthétiser. Alors que quand on est pris par l'action dans son propre pays, quelquefois on manque de recul et on n'arrive pas à voir pourquoi ça ne va pas. La deuxième série de fautes résultait du fait que la question du gouvernement ouvrier n'était pas liée au développement d'un vaste mouvement combatif de front unique du prolétariat. Vous voyez, ça revient. C'est pourquoi les opportunistes de droite avaient la possibilité de déformer la question en leur amenant une tactique sans principe de blocage avec les partis social-démocrates, sur la base de combinaisons purement parlementaires. En gros, on s'allie sans principe avec les social-démocrates. Ça doit vous rappeler quelque chose, camarades. Les ultra-gauches, au contraire, criaient « aucune coalition avec la social-démocratie contre-révolutionnaire », en considérant par essence tous les social-démocrates comme des contre-révolutionnaires. Donc là, Dimitrov fait la distinction entre réformistes et contre-révolutionnaires. Et l'ICE, donc, l'a fait. L'un et l'autre point de vue étaient faux, et maintenant nous soulignons d'une part que nous ne voulons pas le moins du monde d'un gouvernement ouvrier qui soit purement et simplement un gouvernement social-démocrate élargi. Nous préférons même renoncer à la dénomination de gouvernement ouvrier, et nous parlons d'un gouvernement de front unique, qui par son caractère politique est tout à fait différent. Différent en principe de tous les gouvernements social-démocrates qui ont coutume de s'intituler gouvernement ouvrier. Alors que le gouvernement social-démocrate représente une arme
de la collaboration de classe avec la bourgeoisie dans l'intérêt de la conservation du régime capitaliste, le gouvernement de Front unique est un organisme de collaboration de l'avant-garde révolutionnaire du prolétariat avec les autres partis antifascistes, dans l'intérêt du peuple travailleur tout entier. Un gouvernement de lutte contre le fascisme et la réaction. Il est clair que ce sont là deux choses foncièrement différentes. Donc on voit bien que là, l'internationale communiste, c'est un outil pour lutter contre les déviations droitières et les déviations gauchistes. Vous voyez, on ne perd pas de vue ce qui se passe avec le Coucoué et le KPRF, hein, où on a d'un côté une position qui est assez sectaire et de l'autre une position qui est plutôt opportuniste. S'il y avait une internationale, je vais y revenir tout à l'heure, ça serait beaucoup plus difficile de maintenir ces positions-là. L'IC fonctionne aussi, donc vous voyez, de haut en bas, quand il le faut, mais pas seulement, puisqu'il s'inspire d'exemples nationaux positifs. Je note d'ailleurs, alors ça m'amène à la troisième partie sur la fin de la troisième lycée. En prenant la France comme modèle, Dimitrov salue implicitement un non-respect des directives du précédent congrès de lycée, qui était sur des bases classe contre classe, des bases assez sectaires en fait. Bon, qui s'expliquait aussi par la nécessité de se démarquer des sociodémocrates, hein, dans une période où les partis communistes étaient fragiles et puis devaient affirmer leur identité. Mais bon, c'est allé trop loin en réalité, parce que quand Dimitrov dit, voilà, en Allemagne par exemple, on n'a pas suffisamment travaillé au front unique, et je rappelle que en 1929, fin 1929, déjà, les nazis avaient obtenu des victoires électorales inquiétantes. Et vous savez ce qui s'est passé ensuite au début des années 30. Et bien évidemment, c'est extrêmement grave. Et donc, il y a entre les lignes une critique sans concession de la stratégie classe, de la tactique classe contre classe, en réalité, dans ce rapport et dans ses conclusions. Ce qui veut dire que lycée, c'est pas Dieu non plus. Elle n'a pas toujours raison. Là, en l'occurrence, elle a commis une erreur. Et les différents partis communistes des pays, chacun chez eux, ne doivent pas abdiquer leur esprit critique face à lycée, parce que sinon, la deuxième internationale, elle n'aurait pas disparu, si on avait considéré que lycée a forcément raison. Donc là aussi, il faut bien voir comment ça fonctionne. Il faut laisser l'internationale communiste analyser, prendre exemple, donner des directives, mais jamais considérer que tout ça tombe du ciel et que c'est forcément appliqué. D'où une grande difficulté, oui. Dans les deux cas, ça fonctionne. Le lycée fonctionne de haut en bas et de bas en haut, et il faut aussi que les partis communistes soient eux-mêmes capables de voir quand le lycée se met à déraper. Et bon, par exemple, les communistes français, en appliquant la tactique du Front populaire, ils n'ont pas vraiment obéi au congrès précédent de l'international. Mais il faut dire que j'en viens à mon troisième point sur la fin de la troisième lycée. Ouais, j'ai fini le point le plus long et j'en suis à une demi-heure. Donc ça sera pas trop long. Fin de la troisième internationale s'était mise à dysfonctionner elle aussi, avec la maladie et puis la mort de Lénine déjà. Alors d'abord il y avait un ralentissement de l'activité, il suffit de prendre les dates, des congrès. Les congrès de la troisième internationale, vous voyez, ça parle tout seul, 1919, 1920, 1921, 1922, ça c'est les 4 premiers congrès, donc un par an, carrément, dans des circonstances terribles. Alors que bon, c'est la guerre civile en Russie, quoi. Ils font un congrès par an. Et pareil pour les congrès du parti d'ailleurs. Bon, en 22, Lénine n'est pas là, il est malade, il envoie un message. Le congrès suivant est en 24, après la mort de Lénine. Donc là, il s'est passé 2 ans. Et puis ça continue de ralentir. Congrès suivant, 6e congrès, 28, 4 ans. Et le 7e et dernier congrès, 35, 7 ans. Donc les délais doublent pratiquement à chaque fois. D'où cette rectification tardive de la tactique classe contre classe du 6e congrès de 1928. Il s'est écoulé 7 ans. Et regardez, en 6e congrès en 1928, fin 29, on voit les nazis monter dans les urnes de manière extrêmement inquiétante. Et puis, ils prennent le pouvoir et il n'y a toujours pas eu de réunion de l'internationale communiste. Il faut attendre 35, c'est-à-dire trop tard pour l'Allemagne. Et puis, évidemment, en 1943, la dissolution. Alors, je m'arrête un peu sur les motifs invoqués pour la dissolution de la troisième internationale. Il y en a un qui, à mon sens, est recevable et un qui ne l'est pas. Mais à mon avis, ils sont de toute manière tous les deux
entaché d'un gros problème. Premier motif avancé pour la dissolution, on n'arrive plus à la réunir à cause de la guerre. Ça, c'était, on ne peut plus, on prononce la dissolution parce que de toute manière, on a autre chose à faire. Ouais, peut-être, mais c'est pas un argument recevable parce que je viens de vous le voir, je viens de vous le redire, vous l'avez vu, elle s'était réunie qu'une fois entre fin 28 et la guerre, donc en temps de paix. Elle se réunissait déjà une fois tous les 4 mois. C'était plus possible. Donc cette première raison de dissolution, elle n'est pas de bonne foi. La deuxième est recevable. Je crois qu'elle n'est pas de bonne foi non plus, on va le voir, mais l'argument pour la dissolution, c'était l'existence de l'international gêne l'alliance antifasciste avec les USA et l'Angleterre. Alors oui, ça d'accord. Là, c'est autre chose que on peut pas se réunir parce que c'est la guerre, alors qu'on la réunissait déjà plus en temps de paix. Mais qu'est-ce qui montre que c'est pas de bonne foi, c'est qu'après la guerre, elle n'a pas été recréée. Si c'était ça, si le but c'était de pas gêner le front contre les fascistes, bon, on gagne la guerre et puis après on réactive l'international. Eh ben non. Et puis ça n'a pas évité la guerre froide. En réalité, ce qui a été décidé, c'est le remplacement de lycée par le Cominform, qui est nettement plus hiérarchisé. Là, ça remonte moins, ça descend plus. Et puis, il est plus européen. Le PC chinois, par exemple, n'est pas invité, le PC vietnamien non plus. Alors attention, parce que bon, ça n'est quand même pas encore le khrouchtchevisme, puisque Khrouchtchev, lui, en 1956, dissout le Cominform. Vous voyez, donc on franchit encore un palier dans l'abandon de l'internationalisme. Donc on voit bien la déperdition depuis la maladie, puis la mort de Lénine. Mais je rappelle bien, Staline, c'est pas Khrouchtchev, et Khrouchtchev, c'était pas Gorbatchev. Parce que là, je vais y revenir, à la perestroïka, on a franchi le palier ultime. Et c'était encore plus grave. Bien plus grave. Les conséquences de cette disparition, on ne peut pas en faire toute la liste, je vais m'attarder sur les plus graves. Bon, déjà, peut-être qu'une lycée en état de marche aurait empêché, en tout cas, elle aurait limité la déviation maoïste qui, quand même, était gravissime avec la théorie du social impérialisme, c'est-à-dire cette idée qu'il y a deux impérialismes, l'impérialisme occidental et l'impérialisme soviétique, et que l'impérialisme soviétique est pire parce qu'il ne dit pas son nom. En fait, c'est un cheval de Troie. D'où une politique étrangère qui visait d'abord à contrer l'Union soviétique et à l'isoler. En fait, la disparition de l'Union soviétique, elle est due notamment à ça, cette politique d'isolement venue de la Chine. Bon, les Chinois ne sont pas les seuls responsables, en l'occurrence, bien évidemment, et ils ne sont pas les principaux, mais ils ont leur part de responsabilité. Je rappelle aussi que les Chinois ont soutenu les Khmers rouges, par exemple. Ils ont lancé une offensive contre le Vietnam. Donc, il y en avait assez des incursions des Khmers rouges. Enfin bon, la Chine a joué un rôle tout à fait néfaste pendant quelques décennies, et avec une internationale communiste, quand même, elle n'aurait pas eu aussi longtemps les coups des franches pour mener ce genre de jeu. Je rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, la Chine, après avoir considéré que l'Union soviétique, c'était du social-impérialisme, elle est obligée de faire front avec Poutine. Bon, alors, c'est pas du social-impérialisme, Poutine, mais on va y revenir. Autre aberration, peut-être encore plus grave à terme, la caractérisation par Mao des impérialistes, notamment américains, comme des tigres de papier. Donc, ce qui revient à une négation de leur caractère exterministe, avec des arguments qui font froid dans le dos, quand même. Notamment un argument chauvin assez délirant. Les Chinois sont trop nombreux, la bombe ne peut pas les exterminer. Bon, alors, là, dans le cadre d'une internationale communiste, je pense quand même qu'un discours pareil n'est pas tenable. Bon, déjà, je crois que les camarades des pays un peu plus petits que la Chine auraient dit, ouais, bon, peut-être que vous ne pouvez pas tous être exterminés, mais nous si. Bon, et puis par ailleurs, une attaque nucléaire, ça fait des radiations, et même si on est 800 millions, ça fait des dégâts. Et donc, on a eu affaire à un paysage international qui était tout à fait hallucinant. Une fois que l'IC puis le Cominform avaient disparu, on a vu un mouvement communiste complètement émietté, avec des luttes fratricides terribles. Donc ça n'est pas juste un manque de coordination. On voit bien qu'en réalité,
bon, l'impérialisme peut s'appuyer sur l'un contre l'autre, et d'ailleurs les Américains ne se sont pas privés de jouer les Chinois contre les Soviétiques un peu partout dans le monde. Voilà. Par ailleurs, pour ce qui est de l'Europe, maintenant, je crois qu'une internationale communiste en état de marche aurait eu autorité pour empêcher l'eurocommunisme et l'antisoviétisme des PC italiens, français et espagnols. On ne peut pas être sûr qu'elle y serait parvenue. Bon, bien évidemment, ce sont des conjectures. Mais si ça a été le cas, elle aurait exclu ces partis. Donc, si le PCI, le PCF, le PCE avaient continué de développer des discours antisoviétiques et puis de commencer à flatter les capitalistes européens, bah, ils se seraient fait exclure de la troisième internationale qui aurait appelé à la création d'autres partis vraiment communistes. Ça les aurait affaiblis, eux. Ça aurait provoqué une scission de gauche qui aurait séparé les révolutionnaires des réformistes, comme en 1920, en France, en Italie, en Espagne, et on aurait un vrai PC qui serait apparu à la gauche du faux, ce qui aurait évité le lent délitement qui a suivi, et sur lequel je ne reviens pas parce que vous connaissez tous aussi bien que moi. J'en viens maintenant, à propos de délitement, à la perestroïka. C'est mon quatrième et avant-dernier point, qui montre par l'absurde que l'international communiste, c'est nécessaire pour maintenir en vie l'internationalisme prolétarien. Je rappelle ce qui s'est passé rapidement. En fait, le pouvoir soviétique a paniqué face à la crise des Perchings, et il y avait de quoi. Alors, en l'occurrence, bon, c'est quand même un peu facile avec le recul de dire, bon, ils ont été lâches, ils ont paniqué. Non, là, on était quand même pas loin du conflit nucléaire. Et puis, ils ont cru au gros bluff de la guerre des étoiles, c'est-à-dire la militarisation de l'espace, avec des super lasers en satellite, enfin, ce genre de choses qui étaient censées neutraliser complètement la force de frappe nucléaire soviétique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé c'est un opportunisme qui se disait pacifiste qui l'a emporté en URSS, et qui en fait était capitulaire. Donc au lieu de l'opportunisme belliciste de 1914, on a vu apparaître la théorie gorbatchevienne des intérêts supérieurs de l'humanité au-dessus de la lutte de classe. Voilà, c'était formulé tel quel dans le livre de Gorbatchev Perestroïka, par exemple. Et donc, vous voyez qu'on est au-delà de la coexistence pacifique, parce que la coexistence pacifique de Khrouchtchev, elle était fausse dans la mesure où elle expliquait qu'on pouvait débarrasser l'impérialisme de sa tendance à faire la guerre, ce qui est complètement erroné. Là, ça allait au-delà, c'est-à-dire il fallait en fait baisser les armes, il fallait se rendre, pas chercher à coexister, mais il fallait s'aborder l'URSS. Et l'idée qui a dominé, c'est que si l'URSS reste là, si l'URSS reste en vie, on va avoir la guerre nucléaire. Ils vont attaquer. Donc, on se rend. Et c'est ce qui s'est produit. Et là, on a un cas donc d'internationalisme non prolétarien. Internationalisme en apparence, puisque on le voit, on le vérifie par la pratique. Ce qui n'est pas prolétarien ne peut pas être internationalisme. Mais le pari de Gorbatchev, c'était de faire de l'internationalisme pas prolétarien. La lutte de classe passe après la paix. Bon, la paix, c'est internationaliste, hein, on essaie d'éviter les conflits. Bon. Et puis après, bon, pour la lutte de classe, on verra. En réalité, on n'a rien vu. Et c'est un ralliement de fait, un internationalisme bourgeois, qui n'est pas vraiment un internationalisme non plus d'ailleurs. C'est donc un ralliement de fait à l'impérialisme, qu'on a appelé par la suite la mondialisation. En fait, ce qu'a démontré la perestroïka par l'absurde, comme la deuxième internationale ralliée au bellicisme, c'est que si l'internationalisme n'est pas prolétarien, il n'est pas. L'internationalisme est prolétarien ou pas. Et en plus, il n'y a pas eu de paix après ça. Il n'y a pas eu la guerre nucléaire, pour l'instant, hein, on touche du bois, mais vous voyez bien que la succession des conflits armés à l'initiative des États-Unis, elle a été tout à fait vertigineuse, y compris après la disparition de l'URSS. J'en reviens maintenant donc à l'actualité, c'est-à-dire une nouvelle lycée, mon dernier point, les travaux pratiques. Je parle depuis à peu près 3/4 d'heure, je crois. Et donc j'en reviens à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire la polémique entre le KPRF et le Koukoué. Le KPRF donc est aligné sur Poutine à propos de l'Ukraine. Manifestement, bon, il reprend l'argumentation du Kremlin, qui n'est pas entièrement erronée d'ailleurs. Hein. Et donc le Koukoué aurait raison de lui reprocher s'il ne renvoyait pas lui aussi dos à dos l'OTAN et la Russie. Parce que là, on a une erreur symétrique.
Cette idée que, bon, en fait, Poutine, Biden, même combat. Bon, même si le Koukoué tenait un discours correct, en ne commettant pas cette erreur-là, ça ne changerait rien. Puisque il ne peut pas donner de leçons, il n'a pas légitimité à expliquer au KPRF ce qu'il doit faire et pas faire. Une initiative, pardon, je vais en parler après l'initiative, lapsus, une internationale communiste aurait autorité pour rectifier les dérives opportunistes. On voit là aussi encore aujourd'hui à quel point ça manque cruellement. La position du PRCF, qui en l'occurrence est dialectique, elle aurait nettement plus de poids dans le cadre du NICE. Et le fascisme pro-OTAN ou pro-Poutine serait moins triomphant, parce que vous avez observé, je pense comme moi, c'est assez évident que l'opération spéciale de Poutine, en fait, elle favorise la montée des fascismes. Alors chez nous, c'est plutôt le fascisme anti-russe et pro-ukrainien. Mais on voit bien que le résultat, c'est la déification des combattants du bataillon Azov, et puis maintenant Kraken, et puis demain, je ne sais pas ce que ce sera, mais on est en train de permettre, cette opération permet d'ériger en héros de la démocratie des néo-nazis. Voilà quand même l'un des résultats. L'opération spéciale de Poutine, par ailleurs, elle s'est assortie, quand il l'a annoncé, d'une déclaration anticommuniste, accusant Lénine d'être responsable du problème en n'ayant pas fait le jeu de l'Ukraine une province russe. Et en gros, ça c'est quand même hallucinant, quoi. Bon, alors, Poutine dénonce les menées de l'OTAN, il prend position du côté des russophones du Donbass en dénonçant de manière tout à fait juste le pouvoir de Kiev issu de Euromaïdan. Mais bon, mouiller les lignes là-dedans, il faut quand même le faire, quoi. C'est assez culotté, comme si c'était la révolution d'octobre, en fait, le problème au départ. C'est ça, c'est comme ça qu'il fait des concessions à l'impérialisme, qu'il donne des gages, en se figurant que bon, ça va l'aider de faire de l'anticommunisme. On voit que ça ne l'aide en rien face aux impérialistes, qui de toute manière veulent sa peau maintenant. Une internationale communiste correcte, elle permettrait, elle, si elle existait, de mettre le KPRF face à cette contradiction, parce que le KPRF, quand même, là, soutient de manière acritique une opération militaire qui se fait en vomissant sur Lénine. Quand même, là, ça, il faut le critiquer. Que le KPRF considère que l'option militaire était inévitable. Après tout ça peut se discuter. Mais que le KPRF laisse passer des énormités de Poutine comme ça sans réagir, c'est quand même inquiétant. Une internationale communiste permettrait aussi aux communistes des pays inféodés aux États-Unis, pour nous, de leur montrer aux communistes du KPRF à quel point la guerre aide à la fascisation chez nous. Alors que l'opération en Crimée, par exemple, pour prendre le contre-exemple d'une opération spéciale tout à fait réussie, celle-là, l'opération en Crimée n'a pas du tout donné lieu à ce genre de dérive. Une IC en état de marche permettrait de mettre le Koukoué face à ces contradictions à lui, puisque le Koukoué mène des actions positives contre l'acheminement d'armes vers l'Ukraine. Ça, c'est très bien, il bloque des convois, etc. Et il ne bloque pas de convois d'acheminement d'armes vers la Russie. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. Bien qu'en fait, la pratique montre qu'il n'y a pas un deuxième camp impérialiste face au premier. Il y a un pays en guerre, l'Ukraine, qui reçoit des armes de partout. Et la Russie, elle reçoit des armes de personne. Donc le renvoi dos à dos, il ne tient pas. Enfin, les camarades grecs, là, sur le terrain, ils le voient par leurs actions tout à fait positives et louables d'ailleurs, puisque c'est un parti combatif, je l'ai dit, le Koukoué a des côtés tout à fait admirables. Mais là, comment dire, on a l'impression qu'ils ne voient pas la réalité. Et dans le cadre du NICE, bon, comment dire, là, il y aurait un dépassement dialectique qui se ferait. Elle prendrait une résolution dénonçant l'OTAN, une internationale communiste, comme principal fauteur de guerre, ça il faut quand même pas l'oublier, c'est la base, faut toujours y revenir. UNICE rappellerait les agressions contre les russophones du Donbass depuis 2014, sans aucune sanction internationale. Là aussi, on le voit, où il est l'impérialisme. Le deux poids deux mesures, en vertu duquel les USA, Israël, l'Arabie Saoudite, etc., en ce moment au Yémen, ne subissent aucune sanction eux non plus quand ils agressent, alors que la Russie est mise au banc des nations. Donc ça, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de camp impérialiste russe. Bon, la Russie, effectivement, on peut considérer qu'elle a eu tort d'attaquer l'Ukraine,
Personnellement, moi, je ne suis pas enthousiaste face à cette opération. Je veux dire que je suis plus que réservé. Mais on voit bien que ça lui coûte extrêmement cher et qu'elle se fait, elle se fait punir de manière gravissime. Unir international communiste dénoncerait aussi Poutine comme arrivant d'un impérialisme russe. Parce que là, quand même, ces déclarations le montrent. Poutine aimerait bien être un impérialiste s'il en avait les moyens. Ça, c'est vrai. C'est un impérialiste conditionnel, virtuel, irréel. Il se réfère à Pierre le Grand tout en dénigrant Lénine. Bon, on voit quand même où il va. Mais il n'en a pas les moyens. Il n'a pas les moyens d'être un agresseur impérialiste, Poutine. Ça se vérifie sur le terrain. Le tort du Coucoué dans cette affaire, le Parti communiste grec, c'est de se voir comme dirigeant une internationale communiste, en fait. Ou plutôt une espèce de commune forme imaginaire. Et j'explique mon lapsus de tout à l'heure. Le Coucoué a pris l'initiative de créer une organisation qui s'appelle justement l'Initiative avec un grand I, qui regroupe des organisations communistes d'Europe. Les organisations, franchement, enfin, vraiment communistes, disons. Le PRCF en est membre d'ailleurs, mais pas membre actif. Bon, là, étant donné ce qui se passe, la question de l'appartenance à l'initiative peut se poser, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'initiative, c'est pas la future internationale communiste. Une internationale communiste ne procéderait pas comme ça, c'est-à-dire en expliquant comme ça directement aux camarades russes ce qu'il faut qu'ils fassent et qu'ils fassent pas après quelques semaines. On a bien vu que c'est pas comme ça fonctionnait Dimitrov, par exemple. Le PRCF, d'ailleurs, je le précise, n'entrera pas dans la polémique, bon, mais il publiera sa position. Il y a déjà une lettre de Georges Gastaud à Vladimir Poutine, que vous avez vue. Et puis la commission inter prendra position. Mais ça sera une position équilibrée. Ça ne sera pas une position qui considère que la Russie et les États-Unis doivent être renvoyés dos à dos. Ça ne sera pas non plus une position qui considère que Vladimir Poutine a eu parfaitement raison de faire ce qu'il fait et qu'il n'y a pas un mot de critique à énoncer à son sujet. Je prends deux autres exemples avant de passer à la conclusion. Ça va faire une petite heure. Le PC cubain et le PC portugais. Ça, on aura couvert à peu près toute la planète sauf l'Australie et l'Afrique. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Alors, le PRC fait de bonnes relations avec le PCC cubain, le PC cubain en général. Par exemple, on est tout à fait d'accord sur l'articulation entre le national et l'international qu'ils font depuis Castro, patria o muerte, donc la patrie ou la mort. Ce sont des patriotes, les communistes cubains, mais par ailleurs, leur aide internationale est reconnue depuis des décennies. Alors, là, je vais parler de l'Afrique, enfin, puisque vous savez que les Cubains sont intervenus de manière tout à fait décisive en Afrique pour le soutien de mouvements de libération anticolonialistes. Ils sont intervenus contre l'Afrique du Sud. Et puis, bon, quand ils n'ont plus les moyens de faire ça, parce que l'Union soviétique ayant disparu, le camp socialiste avec, bon, ça devenait quand même un peu trop casse-gueule de faire des interventions, de soutenir des interventions armées en Afrique. Maintenant, les Cubains pratiquent ce que les globichistes appellent le soft power, c'est-à-dire ils exportent des médecins. Ils aident les Italiens quand il y a le Covid, pas seulement. Ils aident le Venezuela, etc. Bon. Ce sont des internationalistes et des patriotes. Le problème qu'on a avec le PCC, c'est bon, d'abord, les relations sont parfois irrégulières, d'après ce que j'ai compris en ce moment, on n'a plus trop le contact, parce que c'est fluctuant, et on ne sait pas pourquoi. Mais le plus grave, c'est le parasitage par le PCF, parce que le PCF joue un jeu parfaitement dégueulasse, qui ne pourrait pas jouer s'il y avait une internationale communiste. Il critique Cuba dès que Cuba prend des mesures pour combattre une contre-révolution menaçante. Critique pas Cuba quand tout va, enfin, rien ne va bien à Cuba, ils sont sous embargo permanent, mais bon, quand il n'y a pas de danger contre-révolutionnaire pressant, voilà, le PCF aime beaucoup Cuba. Mais dès qu'il y a un danger contre-révolutionnaire et que le pouvoir populaire prend des mesures pour l'éliminer, alors là, le Parti communiste français monte au créneau en disant que c'est très vilain et qu'il ne faut pas réprimer. Bon, donc en réalité, ils ne soutiennent pas Cuba socialiste. D'ailleurs, ils ne disent jamais ça. Ils disent soutien au peuple cubain, parce qu'ils ne mangent pas de pain. Donc il ne fait rien, en fait, pour Cuba socialiste, le PCF. Mais quand alors c'était pas le PRCF, c'était avant que le PRCF existe, on a organisé un meeting, un grand meeting qui a été une réussite de soutien à Cuba socialiste, et le PCF s'en est attribué le mérite ensuite. Si ça avait été un échec, ils auraient dit bon, oh regardez, c'est ridicule.
ils ont refusé de passer une publicité dans l'UMA. Publicité payante d'ailleurs. On était prêt à payer un encart publicitaire dans l'UMA pour annoncer la tenue du meeting. Refus. Le meeting est une réussite, et là, le PCF va voir les représentants du PC cubain en France et leur dit, ah, vous voyez, c'est bien ce qu'on a fait. Et bon, le PC cubain les remercie en plus. Ce qui est incorrect, mais ça se comprend par leur souci de préserver les liens avec un parti. Parce que nous, on n'en est pas un. Qu'est-ce qui se serait passé avec une initiative, je recommence, avec une internationale communiste? Déjà, elle aurait exclu le PCF depuis longtemps. Déjà, j'ai parlé de l'eurocommunisme tout à l'heure, hein, mais il y a longtemps que le PCF tel qu'il est ne serait plus membre de l'internationale communiste si on avait une. En revanche, le PRCF, bon, c'est différent. Et il serait un interlocuteur privilégié des Cubains. Ça nous aiderait beaucoup. On pourrait faire un parti. On aurait les moyens de faire un parti dans un cadre pareil. Le cas de figure est un peu similaire avec le PC portugais. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec nous sur presque tout. Enfin, on a du mal à trouver les points de désaccord. Ils articulent comme nous le patriotisme et l'internationalisme. Ils ont les deux drapeaux. Le drapeau portugais, évidemment, et puis le drapeau rouge. Mais c'est pareil, ils refusent de rompre avec le PCF, parce que ça leur coûterait. Ils tiennent à ces relations avec le PCF, où il y a aussi pas mal de Portugais immigrés, qui en sont encore membres, avec une internationale communiste correcte. Bon, déjà, on aurait empêché le reconstructivisme de beaucoup de PC, et puis on aurait évité la confusion entre internationalisme et supranationalisme. On n'en serait pas là. Je rappelle quand même que cette confusion est notamment entretenue par le mouvement trotskiste, mais elle s'est manifestée aussi de manière flamboyante dans le secteur international de la CGT, par exemple. On voit bien, avec une IC en état de marche, on n'aurait pas ça. Vous avez vu la position du secteur international de la CGT, qui, en fait, prend des positions complètement pro-Ukraine, au nom de l'anticampisme. C'est cette idée que, la guerre froide a créé deux camps, le camp impérialiste américain puis le camp anti-impérialiste. Et puis il y a encore des gens qui raisonnent dans ces termes-là, mais ils ont tort parce que la guerre froide est finie. Et donc nous, on est anticampistes et on est très audacieux et courageux. Vive l'Ukraine. Voilà, ça c'est le secteur international de la CGT qui a produit d'autres horreurs d'ailleurs. Et là encore, avec une IC en état de marche, ça ne pourrait pas se produire. Et comment est-ce qu'on pose les jalons? En réalité, nous, petit PRCF, on essaie de voir, en fait, quand on intervient, nous, ce qu'on a, c'est pas le franco-français. C'est pas bien qu'on soit patriote. On voit pas à travers le prisme français. On n'analyse pas tout comme ça. On essaie de voir quelles seraient les positions correctes d'une internationale, parce que pour qu'un parti soit correctement implanté sur son terrain et travaille correctement sur son terrain, il faut aussi qu'il soit internationaliste, et donc il faut qu'il se demande quelle devrait être la position d'une internationale. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne dans les deux sens. On l'a vu avec Dimitrov tout à l'heure, Dimitrov qui regardait ce qui se passait et qui en tirait des leçons, et les partis communistes, quand il y a une internationale, ils reçoivent des directives, mais quand les directives ne sont pas encore tombées parce que il n'y a pas encore d'expérience suffisamment longue pour être évaluée, ils se demandent ce que dirait une internationale, ou ce que dira l'internationale si elle existe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça éviterait ce genre de confusion et de déviation grave, parce que là, maintenant, on voit bien que la plupart des partis communistes en Europe sont sur des bases bellicistes. Ça recommence comme en 14, c'est reparti. On a une héroïsation quasiment indirecte du bataillon Azov, c'est-à-dire de néo-nazis, des combattants ukrainiens, par des gens qui se disent communistes. Pour conclure, donc la difficulté aujourd'hui, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en 17, on n'a pas de révolution victorieuse récente à se mettre sous la dent pour reconstruire une internationale qui tienne la route. Et puis ça fait des décennies qu'il n'y a plus d'internationale communiste, alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, et avec le congrès de Tours, on allait sortir de la deuxième internationale. Elle avait fonctionné. On avait quand même des cadres, on avait une expérience, même s'il fallait rectifier idéologiquement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? On va pas créer, je vais pas prétendre que demain on va recréer une internationale. Évidemment, vous me traiteriez de fou à juste titre.
nos tâches, c'est d'abord ce que j'ai essayé de faire là, et qu'il faut toujours faire, la mémoire de Lénine et Dimitrov, déjà, donc la troisième internationale, qui est notre référence. Et puis là, il y a le rapport Dimitrov, c'est-à-dire l'articulation entre l'internationalisme et la lutte des classes. Ne jamais oublier que l'internationalisme, le vrai, il est nécessairement prolétarien, sinon il disparaît. L'articulation entre l'international et le national, le patriotisme et l'internationalisme, ça marche sur deux jambes. Et si on oublie l'un, on se casse la gueule. La lutte contre l'eurocommunisme, qui est toujours là, et le gorbatchevisme, hein, c'est-à-dire cette idée que si on veut empêcher la guerre, il faut baisser les armes. Alors, on n'empêche pas la guerre en baissant la garde, quand on est dans le camp socialiste. Et alors, poser les jalons par des interventions conformes à ces principes-là dans les débats actuels, notamment celui de la guerre. Et ça va être c'est le travail du PRCF en ce moment dans le conflit ukrainien, c'est-à-dire de voir comment réagirait une internationale communiste en état de marche, quelle position elle prendrait pour essayer d'éviter que deux partis frères, théoriquement frères, s'écharpent assez durement là-dessus. Voilà, donc j'ai fait pile 1 heure. Les militants du PRCF se forment, car comme disait Lénine, sans théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire.